RCN. Le son de la différence. À votre santé sur RCN. Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre émission À votre santé sur Radio Caraïbes Nancy. Alors aujourd'hui dans À votre santé, nous allons parler de vaccination et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Collovald, chargée de prévention à la CPAM, et Philippe Carrier, infirmier au centre de vaccination de Toul. Comment allez-vous tous les deux ? Bonjour. Bonjour. Ça va, comme un lundi. Comme un lundi, voilà, un lundi qui commence plutôt pas mal. Alors, on va commencer cette émission par une brève histoire de la vaccination, Philippe Carrier. Oui, la vaccination, les premières traces, c'est au XVIe siècle. C'est nos amis les Chinois qui ont commencé. C'était pas très folichon, il faut dire. Ils ont essayé d'éradiquer la variole. Malheureusement, l'idée était bonne, mais ils n'ont pas réussi. Et après, on le doit, entre autres, au docteur Jenner, un médecin anglais au XVIIIe siècle, qui a, par la variolisation, les pics de la vache, il a gratté un petit peu, il a essayé de varioliser les gens, et ça a fonctionné. Voilà, ça a commencé un petit peu comme ça. Évidemment, les techniques se sont beaucoup améliorées, et aujourd'hui, le principe reste le même, mais avec des technologies, bien entendu, bien plus avancées. Bon, c'était à quel siècle déjà ça ? 18e. Au 18e siècle. 1776 pour être. Ah oui, d'accord. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes demandent comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut donner des éléments pour permettre de comprendre ? Bien sûr. Alors ça se fonctionne. En théorie, c'est très très simple. Vous prenez un virus, vous lui ôtez son noyau, vous le cassez en petits morceaux, vous le mettez dans une solution, vous l'injectez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le système immunitaire donc du corps va repérer cet intrus, puisqu'il va le corps va croire qu'il est attaqué, et en fait il va fabriquer des défenses immunitaires spécifiques pour lutter contre ces fragments de virus, et le jour où la vraie maladie va apparaître, en fait le corps est déjà préparé, il a déjà des défenses immunitaires, il connaît la recette, et donc il va très rapidement mettre au point donc ces globules blancs pour aller attaquer directement l'agent pathogène responsable de la maladie. Donc on injecte une microdose, c'est ça, de la maladie dans le corps pour que le corps puisse s'armer à recevoir un message d'attaque. Exactement. Et se former au cas où le virus ou la maladie. La théorie est très simple. D'accord, très bien. Non, mais c'est très imagé pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent comprendre. Alors, ces derniers temps, on a bien sûr beaucoup parlé de la Covid-19, mais il n'y a pas que la Covid qui nécessite des vaccins. Est-ce qu'on peut faire une petite liste comme ça, non exhaustive, bien sûr, de quelques maladies Oui, c'est vrai, je pense que Catherine y reviendra, mais c'est vrai qu'avec la Covid, on a un petit peu oublié les autres vaccins, et ça c'est un peu dommage, parce que la vaccination, c'est du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, c'est tout au long de la vie. Alors il y a les traditionnels, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, les hépatites B, qui est quand même un virus qui est une infection sexuellement transmissible, et on peut être aussi contaminé par du sang d'une personne contaminée. Sont des hépatites, c'est un virus qui s'attaque au foie et qui le détruit progressivement. Il y a pour les moins de 25 ans, la méningite de type C, qui est quand même une maladie assez grave. Et puis on peut parler de la rougeole oreillon rubéole. La rougeole, c'est quand même une maladie qui est revenue récemment en France, notamment dans l'Est, au niveau de l'Alsace-Lorraine, et la Nouvelle-Aquitaine aussi, et qui fait des morts. Et comment on peut expliquer ça, ce retour de maladie parce que les gens sont pas suffisamment vaccinés. Si on prend le cas de la rougeole, par exemple, en tout cas, Catherine et moi faisons partie d'une génération où on s'immunisait quand on allait à l'école. On avait le pack, on avait un pack de rentrée à l'école avec la rougeole, on avait les oreillons, on avait la varicelle. Donc ça faisait un peu ce pack et on s'immunisait comme ça. Dans les années 80, le vaccin est apparu. On a commencé à vacciner les enfants, et donc ces enfants-là n'ont pas connu la rougeole, les oreillons, etc. Ils n'ont pas connu ça. Et du coup, souvent, il y a soit une dose ou pas du tout de dose, ou seulement une dose, alors qu'il faut un rappel à 2 doses. Et du coup, l'immunité ne se fait pas. Il suffit qu'il y en ait un qui tombe malade, il va transmettre très rapidement, parce que la rougeole se transmet, c'est 1 pour 10 en général, un malade, 10 contaminés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc une épidémie, ça va très très vite. Si on n'est pas suffisamment vacciné ou pas du tout, c'est catastrophique. Ça concerne aussi les maladies chroniques, le vaccin.
Alors les maladies chroniques, qu'est-ce qu'on appelle les maladies chroniques, parce que au niveau de la vaccination, on a alors les maladies chroniques, on a les diabètes, les choses comme ça, mais ça c'est pour l'instant on n'a pas de vaccin. Ça reste sur des maladies plutôt classiques, virales ou bactériennes. Alors pourquoi il est important de se faire vacciner et dans certains cas, quels sont les risques encourus? Alors, si un jour vous entendez quelqu'un dire se faire vacciner, il n'y a aucun risque, c'est soit un menteur, soit un incompétent. Donc, dans les deux cas, il n'y a rien à faire ici. Non, la vaccination, ça reste un outil indispensable. Ça sauve des millions de vies, quand même, ça il faut le savoir. Mais il y a toujours un risque à se faire vacciner. Comme un risque, là, je suis venu dans vos locaux en voiture, je reprends mon automobile, je passe au feu vert, il y en a un qui grille le feu rouge, il m'enquille, c'est fini, je suis mort. C'est un risque. Vous sortez de chez vous, on sort le trottoir, on rate le trottoir, on tombe, on peut se tuer. Alors c'est des exemples assez, j'exagère un petit peu. C'est plutôt la notion de quel rapport, le rapport bénéfice-risque. Mais le bénéfice-risque, il est incontestablement, et ça tous les scientifiques et tout le monde, ça c'est incontestable, il est en faveur de la vaccination. Le risque, oui, il existe, mais il est vraiment minime par rapport aux avantages et aux bénéfices. Alors ça peut être les effets secondaires, avec une petite douleur au point d'injection, un peu de fièvre éventuellement, des choses comme ça. Mais vraiment, les cas les plus graves, c'est quand même plutôt rare. Donc il peut y avoir des effets indésirables, mais qui ne sont pas très dangereux. Non, par rapport à la vraie maladie, je peux vous dire que c'est rien du tout. Je dis c'est un petit peu de fièvre éventuellement, une petite douleur au point d'injection, 24-48 heures, une petite rougeur, mais ça passe relativement vite avec un peu de paracétamol, on n'en parle plus. Et justement là, aujourd'hui même commence la semaine européenne de la vaccination, et c'est jusqu'au 1er mai. Est-ce que vous en parlerez de ça, de ces effets indésirables, de cette sorte de défiance parfois face au vaccin qu'on peut observer? C'est vrai que là, comme tu viens de le dire, Lionel, donc démarre aujourd'hui la semaine européenne de la vaccination. Donc c'est un événement qui est pas tout récent. Ça a été créé en 2005 par l'Organisation mondiale de la santé, par l'OMS. C'est repris aujourd'hui dans beaucoup de pays européens, notamment la France, depuis déjà quelques années. Donc c'est porté par le ministère de la Santé, c'est porté aussi par Santé publique France, et au niveau régional, ce sont les ARS, les agences régionales de santé, qui pilotent ce type de manifestation. Donc nous, l'assurance maladie, avec nos objectifs de santé publique et de prévention, nous sommes bien sûr porteurs de cet événement-là, d'où notre présence aussi ce matin sur votre antenne, et je vous en remercie. Et donc nous avons, à travers cette manifestation-là, bien sûr, à porter tous nos messages en ce qui concerne la vaccination. Donc Philippe l'a très très bien expliqué. Nous, l'assurance maladie, on est plutôt sur les thématiques grippe, puisque c'est une vaccination que nous portons maintenant depuis, je dirais, presque 30 ans. Où on insiste chaque année à la vaccination. Alors je vous rappelle que nous, la vaccination n'est pas obligatoire, elle est vivement conseillée, donc chez les personnes de 65 ans et plus, qui reçoivent chaque année, courant septembre, leur bon de vaccination. Nous avons aussi les personnes, tout à l'heure tu parlais de maladies chroniques, c'est vrai que les personnes atteintes de maladies chroniques sont aussi vivement invitées à se faire vacciner contre la grippe. Et puis nous avons aussi les femmes enceintes. Donc ce message autour de la vaccination anti-grippe, c'est un message que nous portons depuis longtemps, qui est dans le département plutôt bien suivi, même si on n'atteint pas encore le pourcentage qu'on devrait atteindre. Mais bon, voilà, c'est déjà pas mal. Nous avons aussi, depuis 2 ans, la vaccination Covid. Nous avons développé une nouvelle technique qu'on appelle aller vert, qui s'est plutôt bien passé, puisque nous sommes maintenant de plus en plus, nous, l'assurance maladie, avec d'autres partenaires, dans l'accompagnement, dans le aller vers, aller amener les gens vers la vaccination, travailler avec un ensemble de partenaires, bien sûr, les professionnels de santé. Et c'est là que la semaine européenne de la vaccination a son intérêt, puisque, on le voit bien actuellement, les gens ont la tête dans le Covid. Mais comme l'a dit Philippe, il faut pas oublier que la vaccination, il y a les rappels. Donc cette semaine européenne de la vaccination, elle est là pour mobiliser le public, mais aussi les professionnels de santé. Puisque qu'est-ce qui vaccine aujourd'hui? Ce sont les professionnels de santé. Donc il faut aussi qu'il y ait tout un travail de partenariat, d'information et de sensibilisation. Et le but de la semaine européenne de la vaccination, c'est non seulement d'avoir un ensemble de communication cohérente pour les
pour le public et les professionnels de santé, c'est aussi rappeler le fameux calendrier vaccinal qui est souvent un petit peu oublié, puisque comme tout à l'heure je parlais des rappels, c'est vrai que les rappels, il faut que les familles ne les oublient pas, pour notamment les rappels de vaccination pour leurs propres enfants, les personnes âgées pour le tétanos, on a tendance aussi un petit peu à le négliger, ce vaccin-là. Nous sommes aussi depuis peu, et je pense que Philippe va aussi en toucher deux mots, c'est le fameux vaccin HPV contre le papillomavirus. Voilà, l'assurance maladie porte aussi depuis peu cette vaccination-là, qui était jusqu'à présent ouverte aux jeunes filles de 11 à 14 ans, mais depuis l'année dernière, cette vaccination-là est aussi ouverte aux jeunes garçons. Voilà, donc nous sommes aussi là, nous, dans nos messages de prévention, donc surtout Covid, grippe, puisque cette vaccination-là existe depuis un moment. Donc Covid, je ne sais pas si Philippe en parle, mais nous, on a un message là qui est important, c'est de dire qu'aux personnes aujourd'hui qui ont plus de 80 ans peuvent bénéficier du 4e rappel dans les 3 mois qui suivent le premier rappel. Et puis depuis le 7 avril, je crois, les personnes de 60 ans et plus qui peuvent aussi bénéficier du 4e rappel à partir donc de 6 mois après le premier rappel. Voilà, donc cette semaine européenne est marquée aussi par des événements. Ils sont sur le département, quelques partenaires à se mobiliser. Nous avons, l'assurance maladie in action auprès des étudiants cette année, qui va démarrer dès demain avec la santé universitaire. Donc, nous serons sur le campus du Vélodrome. Il y aura aussi une action donc à Artem le 28 avril et le 3 mai donc sur le campus de la faculté de médecine, où là nous allons promouvoir la vaccination, notamment aussi auprès des étudiants. C'est important qu'ils connaissent aussi ces informations-là. Et puis donc nous avons alors une grosse action. Alors c'est plutôt l'ARS Grand Est qui porte ce projet-là, mais je pense qu'à votre antenne c'est important de la donner. Alors elle s'adresse bien sûr aux professionnels de santé. Donc il va y avoir une conférence en visio qui est organisée donc par le réseau Antibio Est, qui est un réseau de professionnels de santé qui relève du CHRU. Donc il y a une conférence qui est organisée mercredi 27 avril à partir de 20h30. Donc je précise, elle est en visio. Et pour les personnes professionnelles de santé qui nous écoutent, il faut contacter un numéro de téléphone qui est le 03 83 15 35 14 pour s'inscrire et y participer. Alors on parlait de différents âges de vaccination au cours d'une vie. Quels sont les moments où il faut se faire vacciner, où il faut faire des rappels globalement? Alors les moments clés, c'est dès l'âge de 2 mois. Chez les nourrissons, on commence la vaccination et ensuite vous avez des âges un peu charnières à 6 ans, 11, 13 ans, 25 ans. Et après, c'est tous les 20 ans. Si on prend le diphtérie, tétanos, polio, c'est tous les 20 ans. Alors, une petite injection tous les 20 ans, c'est quand même pas grand-chose et ça protège énormément. C'est vrai que j'insiste vraiment, c'est que aujourd'hui, le tétanos en France, on en voit quasiment pas. C'est très très rare, c'est rarissime. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des maladies hors le tétanos qui ont été qui ont reculé fortement? Alors on a l'exemple, la variole. La variole a carrément disparu de notre planète. Grâce à la vaccination dans les années 50, le monde finalement s'y est mis à travers l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et cette maladie n'existe plus. La variole, c'était quand même une maladie qui décimait les populations. Enfin, je veux dire, il y a des populations entières qui ont été rasées de la planète à cause de cette maladie hautement pathogène. Elle n'existe plus. Continuons à nous faire vacciner. Alors, c'est vrai que j'insiste un peu, mais on a cette chance d'avoir des gens qui recherchent des vaccins pour sauver des vies. Voilà, c'est vraiment le message. Je rebondis très rapidement sur le papillomavirus, le HPV, mais c'est très très important. Le papillomavirus, on évite le 80-90% des cancers qui sont dus au condylome. C'est des petites verrues qui se mettent sur le col de l'utérus. C'est pas rien. Alors ça n'empêche pas. Attention, là le message il est clair. Les jeunes filles doivent quand même se faire suivre par un gynécologue tout au long de leur vie. Attention, ça c'est très important. Ça ne protège pas à 100%. Et les garçons, évidemment, maintenant sont concernés parce que ils peuvent contaminer. Ils sont porteurs. Ils peuvent contaminer une jeune fille. Mais le papillomavirus se met sur des muqueuses. Les muqueuses, alors à part le col de l'utérus, la muqueuse, il y a aussi l'anus. C'est une muqueuse. Les cancers de l'anus sont fréquents à cause de ces condylomes. Et donc les garçons sont forcément concernés, comme la gorge aussi. Donc on veut éviter un cancer. Je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi une fois qu'on est vacciné. Attention, la prévention reste toujours d'actualité. C'est pas le message, c'est pas je me vaccine donc c'est open, on peut y aller. Attention. Et comment se renseigner sur les vaccins
Alors, vous avez déjà en première ligne le médecin traitant qui peut renseigner tous les professionnels de santé, le pharmacien, les sages-femmes, les infirmiers. Et puis, on a le site Vaccination Info Service, qui est un site qui est très bien fait, qui est très clair. On tape Vaccination Info Service et là, on a tous les éléments dont on a besoin. Et je rappelle bien sûr aussi Amélie, qui est le fameux site de l'assurance maladie, où le public aussi peut trouver toute une source d'informations sur la thématique vaccination. Voilà, donc je pense que le message est passé. Il y a des sites, il y a le site Amélie, le site pour la vaccination. Je rappelle que la semaine européenne de la vaccination commence aujourd'hui et c'est jusqu'au 1er mai. Donc merci beaucoup Catherine Collovald. Merci à vous Philippe Carrier. Et merci, quant à vous, chers auditeurs, on se retrouve très vite. À bientôt. À bientôt, merci. RCN, www.rcn-radio.org